You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that damn I may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve ma dealeuse de bonnes séries à moi, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut Marie. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont beaucoup de problèmes et le monde entier adore les regarder. Cette semaine, on vous parle d'Euphoria, la série phénomène qui a obsédé Twitter pendant des semaines et entraîné des centaines de conversations pour savoir si oui ou non la série est problématique. La série mérite-t-elle vraiment sa réputation sulfureuse ? Est-ce un chef-d'œuvre ou un soap-opéra bien filmé ? Et où est-ce que je peux me procurer le fard à paupières de Maddy, très important ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic ? Bah moi, mon pic, c'est pas trop dans ma ligne éditoriale habituelle, mais c'est Inventing Anna sur Netflix. Pourquoi c'est pas dans ta ligne éditoriale ? Bah parce que d'habitude, je suis pas très cliente des séries phénomènes Netflix, un peu pop, coloré, machin. Et Inventing Anna, j'ai été quand même assez impatiente de la voir. Pareil, les séries de Shonda Rhimes aussi, c'est pas quelque chose que je regarde avec beaucoup d'entrain d'habitude, à part Grey's Anatomy. Là, donc pour resituer la série Inventing Anna, c'est adapté d'un article qui est sorti il y a quelques années maintenant dans New York Magazine, qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Anna, qui s'est fait passer pour une héritière allemande, alors qu'en fait, elle mitonnait tout le monde et qu'elle n'avait pas du tout d'argent et qu'elle a réussi pendant très très longtemps à se faire loger dans les meilleurs hôtels et se faire inviter partout et vivre une vie de jet-setteuse alors qu'elle n'avait pas d'argent. Et je pense que j'aime beaucoup la série parce que même si je trouve que qualitativement, elle n'est pas exceptionnelle, je n'avais pas lu l'article, contrairement au reste de la planète, visiblement. Et donc, juste, je découvre l'histoire pendant que je découvre les épisodes. Et je suis fascinée par l'histoire de cette femme qui, en plus, est jouée par Julia Garner, qui est vraiment une actrice exceptionnelle, qui avait un petit rôle dans The Americans, qui est surtout connue pour son rôle dans Ozark et qui a aussi joué au cinéma dans un film qui s'appelle The Assistant et qui est vraiment très, 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 très bonne. Et là, elle joue en plus avec un accent allemand un peu de derrière les fagots, puisque justement, on n'est pas censé savoir si elle est vraiment allemande ou pas. Et je suis fascinée par son interprétation. Et j'aime beaucoup regarder cette série, même si elle fait un portrait du journalisme absolument désastreux, que tous les épisodes durent 1h30 alors qu'ils pourraient durer 40 minutes. Mais je sais pas, j'avoue qu'on parle souvent des séries qui permettent de décrocher son cerveau. Et d'habitude, c'est pas forcément vers ça que je vais me tourner, mais là, ça m'a fait énormément de bien. Et toi, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est la série Starstruck, qui est une série britannique qui est diffusée en France sur Canal+. C'est une série avec Rose Matafeo, qui est aussi écrite par elle. Alors, Rose Matafeo, c'est une actrice et comédienne de stand-up néo-zélandaise. Et là, l'histoire, en fait, c'est qu'elle rencontre un mec à une soirée du Nouvel An, qui se chauffe un peu, ils finissent par passer la nuit ensemble et le lendemain matin, elle se rend compte que c'est une star internationale. Le mec est joué par Nikesh Patel, qui est absolument magnifique et en plus très très charmant. La série est très courte, il y a 6 épisodes dans chaque saison. Pour l'instant, il y a 2 saisons. Les épisodes sont courts, c'est typique des séries anglaises, un peu comme This Way Up ou d'autres séries dont on vous a déjà parlé. Et c'est vraiment hyper mignon, c'est marrant. C'est une super comédie sentimentale, en fait. C'est vraiment très joli à regarder. J'ai dévoré ça, la première saison, en un après-midi et la deuxième en une soirée où je me suis couchée un peu tard. Mais c'était un vrai plaisir. Et je le recommande si vous avez envie de vous débrancher un peu de l'actualité très, très déprimante et de vous plonger dans un univers beaucoup plus mignon et sympa. Voilà. J'approuve. En parlant de séries hyper joyeuses, c'est clair. Cette semaine, on vous parle d'Euphoria, une série HBO qui est diffusée en France sur OCS, une énorme série phénomène de ces dernières années et peut-être une des séries les plus anxiogènes et déprimantes de l'histoire. Anaïs, Euphoria, c'est quoi ? Est-ce que tu peux me présenter la série en quelques mots ? Euphoria, c'est une histoire de drogue, de meurtre, d'agression, de violence, d'humiliation permanente. Et ça se passe dans un lycée. C'est ça. C'est une série qui a été créée par Sam Levinson, qui est aussi écrite et réalisée et produite par Sam Levinson. Ah, dans le générique à la fin, c'est Sam Levinson, Sam Levinson, Sam Levinson. Voilà. Ok mec, on a compris. Donc c'est clairement une série qui rentre totalement dans la tendance actuelle des séries très auteurisantes, puisqu'il est à la tête de quasiment tous les aspects de la production. Et donc on suit plusieurs personnages de lycée, ainsi qu'un petit peu leurs parents,
dans leurs tribulations qui ne parleront absolument à personne qui a déjà été au lycée. Sauf si vous vous baladiez avec un revolver en permanence et que vous traîniez souvent avec des dealers de drogue qui tuaient des gens. Et voilà. Et que vous étiez dans des relations... Enfin, non. Extrêmement toxique, ça, oui, pour le coup. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça, en vrai, c'est plus... Oui, donc, Euphoria, toi, quel est ton rapport avec la série ? La série a commencé en 2019 et à l'époque, je me souviens que toi et moi, on n'était pas particulièrement fans et on était surtout un peu réticentes face au succès énorme que la série a tout de suite atteint. On était un petit peu méfiantes et on se disait, bon, ok, pourquoi pas. Mais malgré ça, j'ai quand même tout regardé à l'époque où c'est sorti parce que j'étais fascinée. Mais je dirais un peu comme on est fasciné par un accident de voiture sur le bord de l'autoroute. On regarde, on ne sait pas trop pourquoi. Et on se dit, mais en fait, je veux pas voir ça. Et on continue quand même à regarder. J'ai été beaucoup plus cliente de la saison 2, même si je garde les réticences que j'avais pour la saison 1. Et on va en parler un petit peu plus en détail. Je pense que le côté auteur de la série, c'est ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Et je pense que contrairement à la plupart des gens, en tout cas ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce que c'est une de ces séries qui est énormément commentée en ligne, je suis absolument indifférente à Euphoria, c'est-à-dire que je ne fais pas partie des fans absolus de la série, je pense pas non plus que c'est une énorme bouse, mais voilà, je la regarde. Toi, c'est quoi ton rapport à la série ? C'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on avait carrément écrit un article, donc il y a des preuves. Ce qui est marrant, c'est que cette année, il y a eu pas mal de backlash autour de la série et les arguments qui ont été avancés, on les avait avancés en 2019, je veux pas dire. C'est ça, on était trop cool sur Euphoria avant les autres. Voilà, exactement. Mais oui, non, je garde le même rapport ambivalent, c'est-à-dire que pareil, je suis pas fan d'Euphoria, mais en fait, j'ai été surprise moi-même d'avoir autant hâte de retrouver cette série, de retrouver les personnages, de suivre leurs aventures. Mais en fait, je pense que c'est parce que il y a un petit côté soap opéra quand même. Et surtout, le cast est extrêmement charismatique. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. La lead, c'est Zendaya, qui est absolument magnifique. Mais dans la série, c'est la plus moche parce que bon, elle est addicte à la drogue et donc elle est enlaidie pour le rôle. Mais vraiment, ça a été un plaisir de les retrouver. Mais en même temps, je garde les mêmes réserves et les mêmes critiques que pour la saison 1, quoi. On l'a dit, la série a été un phénomène culturel dès sa sortie en 2019. Et il y a eu plein d'articles qui sont sortis en parlant de la génération Euphoria. Les parents se demandaient si les enfants et les adolescents étaient vraiment comme ça. Ça m'a beaucoup rappelé Skins à l'époque, qui avait été un peu le même phénomène, mais avec de la drogue, des grosses soirées où tout le monde disait c'est la génération Skins. Il y avait des Skins parties à l'époque. Oui, voilà. Mais bon, perso, moi, mon adolescence, j'étais même pas invitée aux soirées, donc je ne peux pas m'identifier avec cet univers. Mais franchement, quand je regardais Euphoria, c'était un peu ça qui me le faisait lever les yeux au ciel pendant la première saison. C'est que non, ça n'est pas le portrait honnête de toute une génération. N'allez pas me faire croire qu'il y a toute une génération qui se comporte comme ça, sinon on sera en crise internationale, ce qui est le cas. C'est clair. Mais bon, la série a vraiment eu un gros impact aussi sur la mode, le maquillage. Enfin, c'est une série très cool et très tendance, quoi. Elle est devenue tout de suite emblématique grâce à son maquillage et ses costumes parce qu'elle a une identité propre vraiment très très forte. Et c'est vrai que moi, c'est aussi ça qui m'a tout de suite happée, même si j'appréciais pas trop l'écriture de la série et j'étais même parfois un peu repoussée par ce que je voyais à l'écran. Le travail sur le maquillage et les costumes est vraiment exceptionnel et la série a lancé des modes, en fait, des tendances en maquillage. Et aujourd'hui, tous les acteurs et les actrices qui jouent les lycéens dans la série sont égéries ambassadeurs de plusieurs marques chacun de haute couture. Ils sont devenus, parmi les personnalités les plus influentes, en fait, dans la mode. Et c'est hallucinant de voir à quel point, en très peu de temps, les acteurs sont devenus emblématiques. Mais c'est vraiment grâce au travail qui a été fait sur le maquillage, ou notamment le maquillage des filles, ou sur les yeux, c'était quelque chose de très visible et de très exagéré, en fait. C'était un maquillage qui sortait un peu du commun. Et ça, j'avoue que j'étais fascinée par ça dès la première saison et je comprends que ça ait eu énormément de succès. On parle des acteurs. Bon, bien sûr, on l'a dit, le lead de la série, c'est Zendaya, qui donc joue une jeune adolescente qui sort tout juste de cure de désintox quand la série commence, mais qui n'a de toute évidence pas du tout envie d'arrêter la drogue. Et la série, c'est son histoire, l'histoire des gens qui gravitent autour d'elle, aussi bien ses amis du lycée que son dealer. C'est aussi son histoire de sa lutte avec l'addiction et son rapport à sa famille par rapport à ça. Et aussi, surtout, son histoire d'amour avec Jules, qui est jouée par Hunter Schafer, qui est une jeune fille trans qui arrive dans son lycée. It was the end of summer, the week before school started. I had no intention of staying clean, and Jules had just moved to town. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. Oh. She came in yesterday looking all Sailor Moon and shit. I'm thinking to myself, like,
Looked like somebody Rue would get along with. Et elles vont avoir une histoire qui s'étend sur les 2 saisons. Zendaya, quand elle a commencé dans la série, était déjà connue. Elle avait joué dans le premier Spider-Man. C'était une star de Disney Channel quand elle était petite. Elle a été déjà égérie de certaines marques et elle avait déjà une prestance sur les tapis rouges. Mais la série l'a vraiment propulsée sur un autre niveau. Elle a eu l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique et c'est la plus jeune actrice à l'obtenir. Et donc là, quand on la retrouve dans la saison 2, vraiment, elle a été propulsée au rang de star. Tous les autres acteurs ont connu une grosse notoriété, mais elle, vraiment, c'est une des grosses raisons du succès de la série, quoi. Ouais, et il y a aussi Sydney Sweeney, je pense qu'il faut un peu mettre à part des autres, parce que avant qu'elle soit dans Euphoria, et elle joue Cassie, la meilleure amie blonde de Maddie, il y a plein de rebondissements autour d'elle dans cette nouvelle saison. Elle avait juste été dans The Handmaid's Tale, où elle jouait la nouvelle femme de Nick, le chauffeur. Et depuis, elle est devenue beaucoup plus populaire aussi grâce à The White Lotus, qui est sorti cet été. Mais clairement, Euphoria a contribué à la propulser. Et maintenant, on l'a dit, elle est égérie de mode. Et elle est c'est vraiment une bombe, quoi. C'est la définition de la bombe. C'est-à-dire que c'est la blonde hyper pulpeuse et qui est très sexualisée dans la série. Donc, elle a eu un énorme succès à cause de ça. Et en plus, c'est une très bonne actrice. Donc, ouais. Je pense qu'une des autres raisons du succès de Euphoria dès la première saison, c'est son aspect queer, qui a été très naturel. Dès la première saison, comme tu l'as dit, Rue et Jules commencent d'abord à devenir amies, devenir copines. Et au bout de quelques épisodes, on comprend qu'il y a une attirance entre elles. Mais en même temps, Euphoria n'est pas une série qu'on catégoriserait comme une série LGBT ou qui a choisi... pas le propos de la série, quoi. Voilà, qui a choisi de parler de ces questions-là de manière évidente. Et donc, moi, j'avoue que ça a été une surprise quand elles s'embrassent pour la première fois, et une très bonne surprise. Et dans la série, en fait, il y a plein d'expressions de genre différentes, plein d'orientations sexuelles différentes, il y a plein de corpulences différentes, de couleurs de peau différentes. Et c'est marrant parce que c'est censé être la génération 2000, les 2000 comme on les appelle, et donc c'est pas notre génération à nous, mais ça a frappé beaucoup de monde et beaucoup de critiques adultes quand la série est sortie, justement parce que ça semblait peut-être très loin de leur expérience du lycée à eux. Je me souviens qu'il y avait un critique qui en parlait dans un podcast où lui-même avait exprimé une certaine surprise par rapport à cet aspect queer très marqué de la série, surtout une série créée par un homme a priori hétéro dans la trentaine, et sa fille, au critique, lui avait dit « Mais papa, en fait, c'est comme ça, mes camarades de classe sont trans, non-binaires, queer, lesbiennes, donc en fait, oui, ça correspond parfaitement à mon expérience, et c'est vrai que nous, c'est peut-être pas une expérience qu'on a eue parce que le monde a beaucoup changé depuis l'époque où on était au lycée, mais c'est quand même assez représentatif de la jeunesse actuelle qui est beaucoup plus ouverte sur ces questions-là. Oui, son rapport au genre. Voilà, et je pense que ça a été aussi très prenant, et même pour moi, je l'avoue, c'était hyper rafraîchissant de voir une série où les deux héroïnes se mettent en couple, mais c'est pas du tout le propos premier de la série de faire une déclaration sur le fait qu'elles sont lesbiennes, par exemple. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le personnage joué par Hunter Schafer, Jules, est une jeune femme trans. On le sait, c'est établi très tôt, il n'y a pas de question là-dessus, mais en même temps, c'est pas ça qui l'a défini du tout. Ça a un rapport très intéressant parce que dans une autre série, ça aurait pu être totalement différent. On aurait centré toute son intrigue autour de ça, alors que là, son intrigue est centrée autour de sa relation et son histoire d'amour et son rapport aux autres personnages, et très peu, en tout cas, autour de son identité de genre. Et il y a des scènes vraiment d'un romantisme assez terrassant entre les deux filles, et moi, j'avoue que j'avais beaucoup, beaucoup aimé cet aspect de la saison 1, parce que c'est vrai que c'est encore rare. Déjà, de voir des lesbiennes à la télé tout court, c'est rare. Mais en plus, avec des scènes aussi jolies et dans une série qui n'en a pas fait son propos principal, mais qui l'inclut de manière parfaitement naturelle, sans se poser de questions, c'est très rare et c'est très bien fait. Un autre élément qui a participé au succès d'Euphoria sur le long terme, après cette première saison en 2019, c'est la sortie de 2 épisodes spéciaux qui sont sortis à Noël 2020. Et il y a un épisode centré autour de Rue et un épisode centré autour de Jules. Et ces 2 épisodes ont été acclamés par la critique et par les fans et ont permis aussi de tenir un peu la longueur, surtout avec le Covid qui a retardé l'arrivée de la 2e saison. Et ces épisodes spéciaux ont vraiment permis d'entretenir le succès de la série et d'entretenir l'attente sans la faire tomber dans les oubliettes, quoi. Ouais. Et au contraire, de renforcer un peu l'opinion positive, parce que pour le coup, l'épisode de Rue est très très bon, et peut-être le mieux écrit de tous les épisodes d'Euphoria, donc ça a renforcé un peu son statut de série de genre
très respecté et respectable. Oui, en fait, c'était un peu comme Joss Whedon qui a décidé de faire un épisode très axé sur la mise en scène avec Hush et sans dialogue parce qu'on lui disait tout le temps que sa série était une série d'écriture. Je pense que Sam Levinson, dont on dit souvent que justement il fait beaucoup d'esbrouf visuel et c'est vrai que sa réalisation est très surprenante, là il nous sort un épisode qui est centré sur des dialogues. The point is your sobriety. Yeah, of course, yeah. And like my general overall well-being. Which starts with your sobriety. And like finding an emotional balance, you know? You just said you found an amazing balance. I did. I mean, but I'm not perfect, you know, so I'm sane, though. I'm saner. I'm making sane decisions. Rue, you're high. I feel like you're not listening to what I'm saying. Rue, I don't think you're listening to what you're saying. Forcément, c'est prendre un peu à contre-courant l'image qu'il avait créée dans la saison 1 et je pense que ça a renforcé l'idée qu'il est capable de faire plusieurs choses et donc de créer effectivement un respect encore plus profond pour lui et pour l'œuvre qu'il avait créée. Donc la saison 2 est sortie finalement en janvier 2022. Elle vient de se conclure il y a une dizaine de jours sur HBO et OCS. Et toutes les semaines, depuis le début de la diffusion de la saison 2, ça a été un espèce de phénomène sur Twitter et sur TikTok. C'est la série sur laquelle il y a eu le plus de tweets depuis le début des années 2020. Il y a eu vraiment un énorme phénomène après chaque épisode, avec à chaque fois des milliers et des milliers de mèmes sur les épisodes. C'est simple, en fait, si vous regardiez pas le dimanche soir et si vous suivez des Américains, vous étiez spoilés dès le lundi matin, en fait, par tous les mèmes qu'il pouvait y avoir. Ouais. Et je sais, je suis pas très TikTok, j'avoue. Les jeunes que je connais m'ont dit que ça avait beaucoup de succès sur TikTok aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi un backlash avec cette saison 2. Évidemment, parce que il n'y a jamais de succès sans backlash aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et comme on le disait, nous, ça nous a un petit peu amusés parce que moi, j'ai pas compris pourquoi toutes les critiques qu'on faisait à la série, on ne les avait pas faites pendant la saison 1 parce que je trouve la saison 2 très similaire à la saison 1. Mais il y a eu beaucoup d'articles, et il y en avait déjà en 2019. Il faut pas dire que c'était des éléments qui étaient complètement ignorés à l'époque. Mais là, il y a eu énormément d'articles qui remettaient en question l'utilisation du sexe et de la nudité dans la série, qui se demandaient si les actrices ne seraient pas trop objectifiées, qui remettaient en question un petit peu le contrôle que Sam Levinson pourrait avoir sur sa série, qui est un contrôle quasi totalitaire parce que effectivement, il fait tout. Et c'était assez intéressant de voir ce backlash en direct, alors que moi, pour le coup, j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Je me suis un peu posé la question et je me demandais comment tu l'expliques ça, en fait, cette différence d'accueil qu'il y a eu entre les deux saisons. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, les épisodes spéciaux dont tu parlais, je pense qu'on l'a dit, ils ont créé une anticipation et on attendait justement encore un petit peu de preuve d'une avancée narrative par l'écriture et pas juste de belles démonstrations de force en termes de réalisation. Ce qui fait la beauté d'Euphoria, c'est que vraiment sa mise en scène est très inventive et très dynamique. Et au final, on est reparti sur un mode très similaire à la saison 1, où on a beaucoup d'esthétisation à l'extrême de la mise en scène, mais qu'en termes de développement des personnages, c'est peut-être un peu vide. Pour le coup, moi, je trouve que les personnages sont plus développés dans la saison 2 que la saison 1. Mais bon, ça dépend un peu des personnages, je pense. Ouais. Et je pense aussi qu'un des plus gros facteurs, c'est la sortie en 2021 du film Malcolm et Marie de Sam Levinson, qui est sorti sur Netflix, qui est un film en noir et blanc, dans lequel un réalisateur noir joué par John David Washington revient d'une projection et où son film a été acclamé et il est avec Zendaya qui est sa copine et qui a inspiré l'histoire de son film. Son histoire d'addiction aurait inspiré le film, mais il a oublié de la remercier pendant son discours de remerciement. Donc une dispute démarre entre les deux. Ça part dans quelque chose d'assez hystérisé où en fait c'est un film en huis clos qui a été tourné pendant le Covid et donc on est avec eux pendant 2 heures qui sont en train de s'engueuler dans leur super baraque. Et le personnage de John David Washington s'en prend précisément à, je cite, The White Lady from the LA Times. Donc il critique une critique en particulier qui avait été faite sur son film. Or, il se trouve qu'un film de Sam Levinson avait été critiqué négativement par une critique blanche du LA Times. Donc, beaucoup de gens ont stipulé que le film était un moyen pour Sam Levinson de prendre sa revanche sur cette critique négative. Or, le personnage qui incarne un peu Sam Levinson dans le film est joué par un acteur noir et parle à plusieurs reprises du racisme de l'industrie et du fait qu'on l'identifie comme un réalisateur pas
noir et pas un réalisateur tout court. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis après le film, déjà pour dire que le film n'était pas terrible, et aussi que Sam Levinson était juste en train d'utiliser un acteur noir pour lui exprimer sa rancœur face au système hollywoodien et face à la critique, mais en prenant un personnage qui est par définition inattaquable, selon lui, parce qu'il va brandir la carte du racisme. Donc ça a été très mal perçu, sachant qu'en plus le personnage est extrêmement virulent et agressif, que ce soit avec le personnage de Zendaya ou avec les critiques qu'il a mal pris. Il est très insultant, très abusif, et donc je pense moi que ce film a complètement changé l'image qu'on pouvait avoir de Sam Levinson, ou en tout cas a peut-être confirmé quelque chose qu'on sentait un petit peu dans la saison 1, justement ce côté prétentieux, autorisant, un petit peu méta, sauf que là, je pense que les gens se sont dit « Ok, donc très clairement, il utilise beaucoup de son expérience personnelle dans ses œuvres, mais là, c'est fait de manière dérangeante. » Et donc, quand on voit la saison 2, où en plus, il y a toute une intrigue méta à l'intérieur sur Lexi qui commence à créer une pièce de théâtre et qui est critiquée par les autres pour le fait qu'elle réutilise des histoires personnelles, le fait qu'il y a beaucoup d'actrices qui sont objectifiées, etc., à mon avis, ça a contribué à plus de questionnements de la part du public qu'ils n'avaient pas forcément en 2019 parce qu'ils n'avaient pas forcément toute cette réflexion sur Sam Levinson lui-même. Et je pense aussi que, honnêtement, le monde progresse en fait tous les ans et qu'on est peut-être plus vigilant en 2022 qu'on l'était en 2019 sur certains trucs. Je pense pas que le monde progresse et qu'on est plus vigilant sur certains trucs. Je pense qu'on est plus fin dans notre analyse de la façon dont certaines personnes vont utiliser le progressisme ou des idées qui sont très populaires pour servir leurs propres intérêts. Et je pense qu'avant, dès qu'il y avait une série avec un casting hyper divers et qui abordait certains sujets qui ne sont pas toujours abordés ou des choses comme ça, on avait tendance à les encenser automatiquement, alors qu'aujourd'hui, comme il y en a eu beaucoup, et je pense que juste le fait que Netflix nous sorte à peu près toutes les 2 semaines une série avec un groupe d'ados hyper divers et avec chacun un truc, genre il y en a un qui a telle spécificité et l'autre telle identité, ça fait qu'on quand même on prend beaucoup plus de recul par rapport à tout ça et qu'on a un regard beaucoup plus critique, quoi. Ouais. Et je pense que du coup, Sam Levinson, très clairement, son travail qui était, je pense, un peu automatiquement acclamé, parce qu'en plus, vu qu'il avait un regard d'auteur sur ça, bah, ça donne une patine très prestige, qui fait que ça passe encore mieux. Honnêtement, si on reprend l'histoire de Euphoria et qu'on la met avec une patine Netflix, c'est une daube pas possible. Enfin non, c'est pas vrai, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes dans son propos quand même, et on en parlera, mais le truc, c'est qu'une série comme ça aurait créé tout de suite beaucoup, beaucoup plus de débats et beaucoup plus de conversations. Là, je pense que tout le monde est tombé un peu amoureux de l'enveloppe hyper cool et stylisée de la série. Et que du coup, comme ça avait en plus tous ces codes qui correspondent à un progressisme général dans certains cercles, ça a plu automatiquement. Et je pense qu'il y a eu plus de distance qui a été prise par rapport à ça ces dernières années. Et par rapport à Malcolm et Marie aussi, je pense qu'il a été assez acclamé, Sam Levinson, pour la façon dont il mettait en valeur ses héroïnes et la façon dont il justement dépeignait la toxicité masculine ou des choses comme ça. Et en fait, quand je pense que Malcolm et Marie a souligné que peut-être que lui-même était un petit peu toxique, et que peut-être que son rapport aux femmes et la façon dont il les objectifiait dans sa série pour un propos critique sur la façon dont les femmes sont objectifiées en général, bah en fait, il les objectifiait juste peut-être un peu directement. Enfin, je sais pas si c'est ça, ou en tout cas, non, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que maintenant, on a la finesse aussi pour comprendre, enfin maintenant, je suis sûre qu'il y avait plein de gens qui avaient déjà cette finesse et nous, on l'a que maintenant, mais on va aussi être... Enfin, nous, on l'avait dit en 2019. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce qu'un créateur va lui-même dénoncer quelque chose à l'écran qu'il n'en est pas lui-même coupable. Oui, voilà. Et que dépeindre le sexisme ou vouloir parler d'objectification dans sa série et donc réutiliser les outils d'objectification pour avoir ce propos-là n'est pas un bouclier suffisant pour absoudre un réalisateur de quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont commencé à théoriser le fait que Sam Levinson était potentiellement, objectifier ses actrices ou leur demandait de faire des choses avec lesquelles elles étaient très mal à l'aise. On ne sait pas énormément de choses, donc on va pas non plus rentrer dans des accusations oui, bien sûr. Qui n'auraient pas lieu d'être. Surtout que c'est pas ce que les actrices disent. Il y a eu des articles qui sont sortis sur le sujet. Il y a plusieurs actrices qui ont dit qu'elles avaient été mal à l'aise avec certaines scènes qui étaient écrites, des scènes de sexe ou de nudité. Elles en ont parlé à Sam Levinson et quand elles lui en ont parlé, tout de suite, il a dit « Ok, on ne le fait pas ». Voilà. Donc, c'était utilisé comme exemple pour dire que... il a tout de suite accepté, il n'y a pas du tout eu de problème. C'était comme ça qu'elles en parlaient, elles. Mais en fait, on ne peut pas s'empêcher de se dire que y a peut-être beaucoup d'actrices qui n'osent pas lui dire qu'elles ne veulent pas le faire. Et donc, qui se retrouvent dans une situation où une scène peut être embarrassante ou gênante ou humiliante, mais elles vont quand même la faire parce qu'elle a été écrite. Et on a 3 actrices différentes
qui déjà ont parlé de plusieurs scènes qui les avaient mises mal à l'aise et qui ont dû être coupées du script. Donc même s'il a bien réagi, c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire combien de scènes de nudité il met dans son script. Et il y a notamment Minka Kelly qui joue un personnage secondaire dans la saison 2 où en fait c'est la première scène où elle apparaît, où elle demande à Maddie de lui descendre à la fermeture éclair de sa robe. Et la scène initiale qui avait été écrite par Sam Levinson exigeait que la robe tombe complètement par terre et que donc Minka Kelly se retrouve nue. Et c'est sa première scène dans la série. Et donc elle a dit non, je suis très mal à l'aise pour faire ça. Et ayant vu la scène, toi et moi, moi je vois pas du tout l'intérêt de la voir nue dans cette scène-là. Et Cassie, effectivement, qui est jouée par Sydney Sweeney, et tu l'as dit, qui est une bombe atomique. Apparemment, beaucoup de ces scènes avaient été écrites topless, où elle était censée être torse nu. Et c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de scènes où elle est torse nu, où on se dit, pourquoi pas. Lui, il dit que la nudité est utilisée parce que c'est un fait dans la vie des adolescents qui sont nus, etc. Et on va pas non plus faire les prudes et dire qu'il devrait pas y avoir de nudité. Mais c'est vrai que parfois, on se demande pourquoi il y en a autant et est-ce que, au-delà de l'effet choc, qui est un facteur énorme dans Euphoria, on va pas se mentir, il y a un côté provoque très clair et ne pas vouloir le reconnaître, pour le coup, c'est de la mauvaise foi. Par épisode, dans certains épisodes. Voilà. Il y a énormément de pénis. Ouais, et ça aussi, ça peut être utilisé pour dire justement qu'il y a une égalité des chances. Contre-pied, machin. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas du tout utilisé de la même manière. Quand on nous montre des dick pics, c'est pas pareil que quand on éclaire le corps de certaines actrices de manière extrêmement érotisée et sensuelle. Et moi, je pense qu'il y a des scènes dans lesquelles il utilise le male gaze de manière intéressante parce qu'il veut nous montrer justement que certains personnages ont une vision très toxique et réductrice des femmes autour d'eux. Oh, shit. I'm talking about tag team. That's what I'm saying. Double team. All right. With Rory in the front. You can't even tell that that's her, man. Oh, it's her, bro. It's definitely her. Look at her titties. You want my advice? You fuck her like the horse she is. You kick her ass to the curb. Mais je pense aussi qu'on peut se poser des questions légitimes sur la manière dont ils filment les actrices. Oui, et je pense que par exemple Cassie, c'est un bon exemple parce que cette saison, elle est un peu réduite à néant. En fait, dès le premier épisode, elle couche avec Nate, qui est le copain de sa meilleure amie et qui est le mec le plus toxique pour le coup. Enfin non, son père est encore plus toxique. Mais qui est le second mec le plus toxique de tout le casting. Et elle va entretenir une relation avec lui, une relation secrète, mais une relation d'emprise totale où elle lui dit qui peut faire n'importe quoi d'elle et où elle se retrouve pour attirer son attention à tous les jours s'habiller de façon de plus en plus provocante, à passer des heures à prendre soin de son allure ou des choses comme ça. Et en fait, à la fin de la saison, Cassie est détruite. C'est-à-dire qu'elle a été humiliée publiquement et il y a une sorte de message dedans parce que même la pièce de Lexi est sur le fait que sa sœur est orgueilleuse et complètement obsédée par son apparence et qu'elle est dans une relation de dépendance avec l'amour et avec les hommes, mais je trouve qu'il y a très très peu d'indulgence pour son personnage. Ouais, quasiment aucune. Enfin, elle est utilisée comme un ressort comique quand même dans ces scènes-là, et c'est vrai que c'est... Enfin, moi j'ai ri à plusieurs reprises, oui, parce et que c'est drôle. Sydney Sweeney est très bonne, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de pathos, et c'est vrai qu'à la fin de la série, elle est quand même un peu dépeinte comme la méchante, alors que Maddie, qui a été trahie par elle, est beaucoup plus, je pense, une des héroïnes de cette saison 2. Et c'est vrai que c'est quand même regrettable parce que là, tu dis, c'est un rapport d'emprise qui se développe. Et honnêtement, c'est évident quand tu le dis. Et c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu la série. Et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Aussi, moi, ce qui m'a posé problème dans la façon dont elle est justement montrée, c'est qu'en fait, on utilise beaucoup son corps parce que Sydney Sweeney est vraiment, oui, ce que je disais tout à l'heure, elle a des énormes seins. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est une partie intégrante en fait de son personnage. Hein, sinon, je le pointerais pas du doigt. Mais dans The White Lotus, tu le remarques pas. Là, c'est central en fait. Et elle a des énormes seins qui sont toujours, parfois, elle se balade carrément en haut de maillot de bain au lycée, en parlant des règles vestimentaires de ce lycée. C'est clair. Oui, et puis elle est tout le temps en décolleté. Voilà, quasiment tout le temps. Et elle est sursexualisée, mais il y a aussi une couche d'humiliation par-dessus, avec très très peu de bienveillance dans le regard de la caméra et dans le regard des autres personnages et dans le regard de l'écriture aussi sur ce personnage qui, moi, m'a beaucoup dérangée parce qu'au final, c'est une adolescente qui est sursexualisée. Bon, elle n'est pas jouée par une adolescente, mais c'est une adolescente qui est sursexualisée, qui est dans une relation horrible et ça devient vraiment la folle furieuse, l'hystérique totale et la méchante de la série. Et d'ailleurs, la grande gentille de la série, c'est qui ? C'est Lexi, que j'aime beaucoup comme personnage, mais qui a une image de pureté absolue. Ce qu'on se dit, c'est que
La série, sous ses allures un peu sex-positives, qui montrent la vie sexuelle des lycéens et tout ça, elle est extrêmement négative sur sa vision du sexe. C'est-à-dire que les filles qui sont très sexualisées et qui ont une vie sexuelle un peu débridée sont humiliées. Par exemple, Maddie, dans cette saison, n'a pas de scène de sexe, que je me souvienne, et elle se transforme en héroïne, et en héroïne badass et tout ça. La seule qui a vraiment des scènes de sexe très explicites, c'est Cassie, et elle est humiliée complètement. Oui, elle est dégradée, alors que par exemple, Jules va avoir une scène avec Elliot, mais c'est beaucoup plus tendre et on voit pour le coup pas grand-chose. Et donc c'est vrai que tout de suite, le côté graphique entraîne une sorte d'humiliation ou de rabaissement du personnage féminin. Oui, surtout qu'elle est dans une relation totalement Oui, mais même quoi. quand tu disais qu'il n'y a pas de bienveillance envers son personnage, je dirais même qu'il y a une espèce d'esthétisme de son humiliation. Enfin, c'est-à-dire que c'est rendu extrêmement beau. Et il y a ce plan qui a même d'ailleurs été très récupéré sur les réseaux sociaux après le final, où elle est dans les toilettes du lycée, elle vient de se faire frapper par sa meilleure amie. Elle a le visage baigné de larmes, enfin elle est, comme tu dis, complètement détruite, elle a été humiliée. Et ce plan est superbe, elle est très très bien éclairée, en plus elle est magnifique. Et là, j'avoue que c'est marrant parce qu'on a parlé dans un épisode d'Ami. Oui, ça me rappelle David Lynch. Voilà, du plaisir et de la beauté qu'on peut trouver dans l'humiliation d'un personnage féminin. Et là, je trouve qu'il n'y a pas meilleure illustration que ce plan qui est absolument sublime, alors qu'elle est complètement détruite et qu'en même temps elle est très belle, et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu dérangeant là-dedans. Oui, parce que tu sens qu'il en tire une certaine forme de plaisir. Parce que pour le coup, on en parlait dans un épisode d'Ami sur David Lynch, la vision de Laura Palmer de David Lynch est une vision très bienveillante. Alors que là, c'est vraiment, vraiment pas le cas, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et on sent l'émoustillement, pour le coup, qu'il va y avoir. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens l'ont dit, dans la saison 2, il y a beaucoup de personnages qui sont délaissés. Notamment Kat, qui est jouée par Barbie Ferreira et qui est donc le personnage plus size ou le personnage gros de la série, et qui avait une trajectoire assez inspirante dans la saison 1 où elle essayait de s'approprier son corps. Et là, elle est complètement délaissée dans la saison 2. Et il y en a plusieurs, en fait, qui sont un petit peu mises de côté. Non seulement elle est délaissée, Kat, mais elle a une trajectoire en plus qui, encore une fois, pour moi, reflète un peu une vision presque perverse, en fait, des relations humaines qu'on applique à certains personnages dans cette série. C'est-à-dire qu'elle est dans une relation équilibrée et aimante avec un mec dont elle était amoureuse pendant la saison 1, mais elle s'ennuie et elle rêve d'avoir un Dothraki qui va la prendre tout en vraiment la contrôlant parce que son mec est trop doux et trop gentil et trop bienveillant, quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle va le traiter comme une merde. Et c'est ça son seul arc narratif dans cette saison, et c'est vraiment triste. Après, bon, ça peut arriver. Hein. Oui, ça peut être assez intéressant et assez marrant, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été lancées dans la saison 1, mais qui n'ont jamais été développées ni dans la 1 ni dans la 2, sur vraiment le fonctionnement interne de ces personnages. Et je pense que c'est notre plus grosse critique de cette série, c'est que sur la forme, il n'y a rien à dire, c'est époustouflant, mais que sur le fond, il y a vraiment très peu de choses auxquelles se raccrocher. Et comme tu le disais, si on enlevait la réalisation et qu'on mettait une réalisation typique de télé, on se rendrait compte que déjà c'est des poncifs sur les séries ados qu'on a déjà vues des milliards de fois, notamment sur les triangles amoureux, mais aussi les meurtres, etc. Enfin, on l'a vu dans plein d'autres séries ados. Élité, hein. Ouais, voilà. Mais que là, effectivement, c'est son côté visuel très impressionnant qui donne tout de suite une patine plus respectable à la série, alors qu'en fait, en termes d'écriture, moi, je trouve que c'est quand même assez pauvre. Je trouve que ça s'est amélioré dans la saison 2, mais globalement, on n'a pas beaucoup de fond. Le sujet sur lequel Sam Levinson écrit le mieux, c'est celui aussi qu'il connaît le mieux, le plus personnellement, c'est l'addiction. Donc Rue, le personnage principal joué par Zendaya, est une addicte. Et Sam Levinson s'est inspiré de sa propre expérience pour écrire son intrigue et pour écrire son personnage. Les moments les mieux écrits et les mieux ressentis, je trouve, de la série, c'est ceux qui abordent l'addiction de Rue. Par exemple, c'est l'épisode spécial de Rue où elle parle à son sponsor des toxicomanes anonymes, Ali, et où il parle justement de leur rapport à l'addiction, de leur rapport à eux-mêmes, du fait que Rue, de sa dépression en fait, parce que très clairement, Rue a des pensées suicidaires, et la drogue, c'est une façon pour elle d'échapper à la réalité. Ollie, can I tell you something? If I say some dark shit, you're not gonna report me to the state or something? Rue, I'm not a guidance counselor. I'm just a crackhead who's trying to do a little good on this earth before I die. What were you gonna say? Nah, it doesn't matter. It's stupid. Come on. When I'm clean, you know, when I'm present, like a part of this world, I don't just think about relapsing,
It's darker than that. And no, you can say the sobriety is my greatest weapon, but to tell you the truth, drugs are probably the only reason I haven't killed myself. Et ça parle aussi de deuil parce que elle a perdu son père. Et ça, c'est des thèmes qui sont en filigrane, très très présents dans la saison 2. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Et surtout, il y a un épisode centré sur Rue. Cet épisode, moi, je l'ai trouvé remarquable. C'est-à-dire que c'est un épisode où, en fait, Jules, la copine de Rue, apprend par un nouveau personnage, Elliot, qu'elle n'est plus sobre depuis longtemps. Et en fait, elle le dit à la mère de Rue. Et l'épisode commence sur une confrontation entre la mère de Rue qui confronte Rue et qui lui dit qu'elle sait qu'elle se drogue. Et là, on a une énorme dispute qui éclate entre Rue, sa mère et sa sœur. What is gonna be okay? Suitcase. It's gonna be okay, baby. It's gonna be okay. No, it's not gonna be fucking okay. No, fuck. Look, we can go to the hospital, okay? Rue, no, you're out of control. Put the fucking phone down. Where did you put it? Where'd you put my pills, Mom? Where did you put it? Wait, I'm calling the police. No, you can't. You can't do that. You will not attack me in my own home. I want your own home. I raised you. I did, okay? And you do not fucking scare me. Et qui après se transforme en une dispute avec Jules et Elliot. Et après, en fait, Rue passe le reste de l'épisode en cavale à parcourir les rues de sa ville pour ne pas être retrouvée par sa mère qui veut l'emmener en cure de désintox, en gros. Donc on la suit pendant tout l'épisode et elle a plein de péripéties où elle essaie de se réfugier chez son dealer et en même temps de récupérer de la drogue. En même temps, elle est en plein sevrage aussi parce qu'elle n'a plus accès à de la drogue pendant l'épisode. On dirait un thriller haletant. C'est une course-poursuite d'1 heure qui est ahurissante et vraiment, moi je trouve que c'est le meilleur épisode de la série. Et ce qui est intéressant, c'est que Sam Levinson fait partie de ces créateurs qui disent que ce qu'il fait, c'est pas vraiment de la télé, c'est pas vraiment une série, c'est un film de 10 heures, etc. Et en fait, il a l'air insupportable. Ouais. Mais après, bon, c'est pas le seul. Il y en a plein qui disent ça, David Lynch aussi. Mais en fait, il y a toute une tendance dont on a déjà beaucoup parlé ici, qui consiste à vouloir faire de la série télé très autorisante et très cinématographique, mais du coup à renier les codes de la télé. Et c'est ça qui nous avait un peu agacé avec la saison 1. On se disait, ok, mais l'écriture de télé, elle est où? Euphoria, dans sa saison 2, n'est pas très épisodique. Et donc, on a eu un petit coup de mou pendant tout le début de la saison parce que, les intrigues avancent un petit peu, mais globalement, à part des scènes assez impressionnantes qui ressemblent à des clips vidéo, enfin, ça, c'est la critique qu'on lui a fait, mais qui sont très axés sur le visuel, on n'avait pas beaucoup de progression narrative et de propulsion. Et cet épisode-là est un épisode avec un début, un milieu, une fin, avec un enjeu qui est posé au début de l'épisode et qui est résolu à la fin, mais qui va se continuer évidemment dans l'intrigue du reste de la série et qui est parfaitement maîtrisé dans l'écriture, dans la mise en scène. C'est haletant et dans le jeu, Zendaya est incroyable. À mon avis, elle va avoir un autre Emmy. Elle porte tout l'épisode sur ses épaules. C'est en plus une interprétation qui est physique parce qu'elle fait que courir, escalader. On la voit partout, dans tous les sens, sauter, tomber dans des cactus. Et c'est un épisode qui contient énormément de pathos, mais qui contient aussi de l'humour, qui est extrêmement anxiogène. Moi, j'étais vraiment pas bien à la fin. Moi aussi. Mais c'est un excellent épisode et effectivement, je pense que Sam Levinson a réussi à récupérer beaucoup du public qui commençait à perdre avec ce volet-là qui est très, très impressionnant. Je me disais qu'on pouvait faire un petit bilan de Euphoria et de notre expérience avec Euphoria et avec cette saison 2. C'est quoi ton moment préféré de la série déjà? Celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le premier vrai baiser entre Rue et Jules. D'abord, elles s'embrassent très brièvement dans un épisode et puis dans l'épisode d'après, elles se sont un peu embrouillées à cause de ça et elles sont toutes les deux dans la chambre de Rue dans son lit. Et la caméra tournoie autour du lit pendant très longtemps avec une super musique et c'est extrêmement romantique. Et moi, c'est le moment dans la saison 1 où je me suis dit « Ok, là je suis intéressée et je vais continuer à regarder ». Il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans la série et qui était pour le coup plus présent dans la saison 1 et qui mettait l'accent sur l'écriture, c'était la manière d'introduire chaque épisode où en fait Rue est la narratrice. Donc il y a une voix off qui a un côté très scorsésien en plus parce qu'elle a un petit peu d'humour, de décalage par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Au début de chaque épisode de la saison 1, on nous présente un personnage différent. Et je trouvais que certaines présentations étaient mieux réussies que d'autres, mais j'avais adoré celle de Nate, qui justement est le personnage masculin toxique de la série. Et j'avais trouvé que c'était particulièrement fin, la manière dont ça avait été écrit et la manière dont c'était mis en scène et monté. Et il y a notamment un moment qui m'a énormément marqué, c'est quand Rue énumère tout ce que Nate aime chez les femmes. We like tennis skirts and jean cutoffs, but not the kind so short you could see the pockets. We like ballet flats and heels. We hated sneakers and dress shoes, but was fine with sandals as long as they were worn with a fresh pedicure. We like thigh gaps, hated kinkles. We like tan lines, long necks, slender shoulders. We like good posture and fruit-scented body mist.
He liked full lips and small noses. He liked chokers, but the lacy ones with flower cutouts or delicate patterns. He hated girls who sat like boys, talked like boys, acted like boys. Et donc là, on rentre dans un male gaze, mais qui est très conscient de lui-même. Et c'est très malin. Et je pense qu'effectivement, Sam Levinson est très bon pour écrire ce genre de truc. Et notamment, on nous dit que la raison pour laquelle il a remarqué tout de suite Maddie, c'est parce qu'elle avait aucun poil. Et que le truc qu'il déteste le plus au monde chez les femmes, c'est les poils sur le corps. But there was nothing on planet Earth he hated more than body hair. That's one of the first things he noticed about Maddie. She was basically hairless. Et il y a vraiment tout un côté hyper toxique, mais en même temps, moi, je me souviens que c'était la source d'angoisse et la préoccupation numéro 1 au collège et au lycée, c'était les poils et l'épilation. Et donc, j'ai reconnu une touche hyper spécifique là-dedans qui m'a tout de suite parlé. Et je me disais, là, pour le coup, c'est assez malin parce qu'à la fois, il décrit très bien un personnage masculin toxique et aussi la mentalité très bête du lycée, mais qui est hyper réductrice et aussi dans laquelle beaucoup de filles vont se perdre un petit peu à cet âge-là. Si mes souvenirs sont bons, ils le font aussi dans tous les épisodes de la saison 2. Parfois, c'est construit un peu différemment ou de façon un peu moins mise en scène. C'est là où la backstory de Cal, c'est ça, hein, c'est 15 minutes de ça, quoi. Enfin, oui, c'est vrai. Le premier épisode, c'est sur Fez. Donc, ils le font peut-être pas dans tous les épisodes, mais ils le font sur Lexi aussi, mais ils le font Oui, c'est vrai qu'ils ont gardé le procédé, mais je trouvais que ça fonctionnait très bien pour la saison 1 parce que en dehors de ces moments-là, j'avais l'impression de ne rien savoir sur ces personnages. Et pour moi, c'était les 15 minutes dans chaque épisode où j'étais là, ok, là, je rentre un petit peu dans la psychologie du personnage et après, c'était que des scènes trop cool visuellement, mais il y avait rien d'autre, quoi. C'est quoi, toi ? Moi, je crois que c'est marrant parce que je l'ai vu hier soir, mais c'est l'épisode spécial avec Ali. Ouais. Déjà, c'est un super acteur, enfin, il est très charismatique et j'aime beaucoup sa relation avec Roux. Roux a perdu son père, donc elle retrouve vraiment une figure paternelle chez son sponsor, qui en plus est une figure un peu ambivalente par certains aspects parce qu'il a un passé où il était addict au crack et où il a été abusif envers sa famille. Et donc, il est très vulnérable avec elle dans tout l'épisode et il lui raconte un peu, lui, son passé à lui. Enfin, il y a des moments très, très beaux où il lui explique un peu qu'il la comprend et que lui aussi a pensé être quelqu'un de pourri, mais que c'est pas son essence. Mais c'est vraiment c'est de l'addiction en fait et que c'est une maladie et que beaucoup de gens le voient pas comme une maladie mais c'en est une. Et ils ont toute une conversation aussi sur l'existence de Dieu ou pas et une sorte de transcendance et enfin j'ai trouvé ça très très beau. Il est joué par Colman Domingo qui est vraiment exceptionnel comme acteur. T'as un moment préféré dans la saison 2 ou pas ? Il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est quand la maman de Roux, qui en a vu de toutes les couleurs, la pauvre, est en train de manger un pot de glace avec sa fille à côté et qu'elle lui dit un truc qui pourrait sembler un peu scandaleux parce que c'est sa mère et c'est la mère d'une addict, mais elle n'en peut plus en fait. You broke me. Completely broke me. Et elle lui dit un peu qu'elle abandonne. I give up. Qu'en fait, Roux peut faire ce qu'elle veut. Et si elle a envie de flinguer sa vie et sa santé en prenant de la drogue, qu'elle fasse. Et qu'elle va se consacrer sur le bien-être de son autre fille qui est en train de couler à cause de ce que fait Roux. If I have to choose between losing one daughter or two, I'm gonna fight to save her. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que tu comprends que sa mère est honnête, mais qu'en même temps, c'est un peu un dernier recours pour faire réagir sa fille et que ça fonctionne. Oui, c'est de la psychologie inversée. Oui, en lui disant qu'elle l'abandonne, elle l'aide aussi, quoi. Et en lui disant que c'est à elle de prendre en charge sa vie. Et c'est peut-être aussi pour lui dire qu'elle va plus venir à son secours et qu'elle va plus entendre ses cris d'alerte et qu'elle va juste la laisser dans sa merde, quoi. C'est difficile à entendre, mais en même temps, je trouve ça très beau. Et dans les faits, elle est toujours là pour sa fille, mais j'ai trouvé ça, juste très émouvant. Un autre moment aussi que j'adore, c'est un autre truc de mère. Pendant la pièce de théâtre, la mère de Lexi qui est tout le temps en train de crier pour la soutenir, c'est très marrant. Wow! Look at you! That's supposed to be me. Ouais, moi, je pense que c'était ça mon préféré de la saison 2, c'est la mère de Lexi. Ouais, les parents sont intéressants dans la série. Ouais, enfin, sauf père de Nate, vraiment, si on peut le foutre aux oubliettes. J'allais passer au moment qui m'a le plus saoulé de cette saison, et c'est ça. Ouais. Voilà, donc... Oui, puisqu'il faut dire que le père de Nate, qui on le découvre au fil de la série, est homo ou bi. En tout cas, il est attiré par les hommes, mais il n'a jamais vraiment pu faire son coming out et vivre ça pleinement, puisqu'il a mis enceinte sa copine de lycée, et donc qu'il a tout de suite dû se marier et fonder une famille. C'est un agresseur sexuel, c'est aussi un homme
abusif avec ses fils. Il est extrêmement violent, on le voit plein de fois. Et donc déjà, il y a quelque chose d'assez dangereux dans la manière dont il est dépeint parce que ça renforce un cliché qu'on voit souvent dans la pop culture du fait que l'impossibilité de sortir du placard ou le fait de ne pas être out va rendre les hommes gays pervertis ou enfin dangereux physiquement parce qu'ils vrillent un peu psychologiquement, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est aussi en plus un poncif de prendre un personnage qui est haï de tous et de lui accorder un épisode comme ça a été fait dans la saison 2 pour dire mais non, regardez, en fait, il est plus complexe que ça. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de séries à l'heure actuelle et moi j'en ai un peu marre de ce genre de recours scénaristique parce que là on nous montre en fait sa jeunesse et toute l'intimité qu'il avait développée avec son meilleur ami et le fait qu'il a jamais pu vivre ça. Et c'est vrai qu'il y a des très jolies scènes, mais globalement, je m'en fous un peu de sa vie et ça aurait pu être fait avec un peu plus de finesse et là, je trouve que c'est très grossier. C'est marrant parce que si je prends ce flashback et je l'isole de Cal et de son histoire, c'est le nom du père de Nate, c'est un très joli flashback. C'est très joli comme histoire et tout ça. Juste pour moi, je n'avale pas une seule seconde que c'est le même personnage. C'est ça qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, on va pas me faire croire que le personnage qu'on suit depuis 2 saisons est juste quelqu'un de malheureux qui n'a pas réussi à vivre la vie qu'il voulait vivre et c'est pour ça qu'il est comme ça. C'est un sociopathe, très clairement, qui filme des mineurs qui l'agressent sexuellement. Oui, ou avec qui il couche de manière très brutale, quoi. Exactement, et il les filme à leur insu. C'est quelqu'un qui maltraite ses fils, c'est quelqu'un qui est responsable, pour le coup, je pense, en grande partie du mal-être et de la toxicité de son fils. Et là, on est en train de nous dire, regardez comme il était mignon quand il était jeune et il était fou amoureux de son meilleur ami. Mais en fait, non, c'est pas la même personne, je suis désolée. Et ça n'explique en aucun cas et ça n'excuse en aucun cas. Et j'ai l'impression que la série essayait un peu de faire ça. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est la causalité. C'est de nous dire, avec ce flashback, c'est pour ça qu'il a ces tendances violentes à l'heure actuelle. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est réducteur. Et honnêtement, on aurait pu s'en passer. Mais je pense aussi qu'on aurait pu se passer de beaucoup de scènes de violence. Plus globalement, moi, c'est tout ça qui m'a énervé en fait avec la saison 2. C'est les scènes d'extrême violence et qui tendent vers soit l'agression physique, soit carrément le meurtre, puisqu'on a plusieurs personnes qui meurent dans le final quand même. Et ce que je comprends pas, c'est que toutes les séries ados qui ont essayé d'intégrer un meurtre à leur intrigue se sont plantées et c'est le truc le plus risible de toutes les séries ados, sauf peut-être Elite évidemment, enfin les séries qui incluent ça dès le départ dans leur intrigue de base, ou Riverdale, mais qui est souvent aussi moqué pour le fait qu'il se passe n'importe quoi dans cette série. Newport Beach, ça a littéralement inspiré un sketch de SNL quand même, quand on a Trey qui arrive, le frère de Ryan, et que ça mène à un meurtre. Friday Night Lights, c'est notoire que c'est la pire intrigue de cette série qui est excellente, c'est une intrigue de meurtre. One Tree Hill, les frères Scott aussi, il y a une intrigue de meurtre qui est complètement débile. Et en fait, je comprends pas pourquoi là, ils essayent encore de nous ramener dans une série qui a suffisamment de tension, et où il arrive à le faire très bien, c'est-à-dire qu'il arrive à extirper énormément de tension d'une pièce de théâtre ou de l'addiction d'un personnage. On n'a pas besoin en plus qu'ils se baladent tous avec des shotguns ou des flingues comme Nate qui, je sais pas combien de plans on a dans cette saison 2 où il est en train de regarder son flingue sur le siège passager de sa voiture. Moi, c'est surtout la façon dont il conduit. Lui et son père, vraiment, c'est clair. Il faut leur enlever leur permis, quoi. C'est pas possible. C'est clair. En fait, je comprends que HBO, déjà, c'est une chaîne traditionnellement qui est adulte. Et c'est le premier teen show de l'histoire d'HBO, c'est Euphoria. Et HBO, traditionnellement, s'est construite avec justement beaucoup de nudité, de violence, d'injures parce que c'est une chaîne du câble qui est cryptée et que donc ils avaient une liberté aussi éditoriale beaucoup plus forte que les autres chaînes. Et donc Euphoria, c'est le mix un peu gênant entre tout ça. C'est un teen show mais qui à la fois reprend tous les codes d'HBO qui est du cul et des gens qui se font écraser la tête dans tous les sens. Mais je pense que la série n'a pas forcément besoin de ça pour être aussi efficace qu'elle l'est déjà, quoi. Oui, je suis d'accord. Après, moi, ça m'a moins dérangé, ça. Surtout le final avec Ash. Le truc, c'est que ça faisait une boucle avec le début et... Pourquoi on a une séquence de 15 minutes de Scarface dans cet épisode, tu vois. Enfin, pour moi, ça fonctionne parce que les acteurs sont très bons et tout, mais je m'en fous depuis le début de la saison, je m'en fous de l'histoire des dealers et de Ash et de... Enfin, je suis triste parce qu'il y a un gamin qui est en train de se faire buter, en fait. Honnêtement, j'étais un petit peu dérangée. Enfin, j'ai pas envie de voir un gamin de 12 ans se faire tuer. Pour moi, en fait, je vois ce que tu veux dire. Je pense que là où ça fonctionne, c'est que, et ça a été un des succès de cette saison, c'est qu'ils ont réussi à créer une nouvelle histoire d'amour et une nouvelle tension entre Lexi, qui est un peu la première de la classe et la fille très sérieuse et très créative, et Fez, qui est un dealer et qui
s'était rapproché au fil des années à travers Roux, et c'est le dealer de Roux, et c'est comme ça qu'on le rencontre au début, et c'est pour ça qu'il est dans la série, c'est parce qu'il est dans l'univers de Roux et que c'est elle le point central de cette série. Et lui est vraiment devenu un fan favorite au fil des épisodes parce qu'il est très attendrissant et parce qu'il a un espèce de code de l'honneur pour un dealer. Bon, ça c'est un énorme cliché, mais c'est le dealer au grand cœur, quoi. About you, little sis? You ever try fentanyl? No. Nah, she's good, bro. I let Big Brother talk for you? Yo, for real, bro. I don't want her fucking with that shit. You know that feeling when you come so hard that you can't feel or hear shit? You know, I love this. I'm good, actually. What, you don't trust me? Yo, for real, man. She's good. Shut the fuck up, bitch. Ain't nobody talking to you. Oui, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. Moi, j'adore le personnage. Hein. Et du coup, là, en fait, ils ont bâti pendant toute la saison un arc autour de lui et Lexi et autour de leur relation platonique mais très romantique où ils se parlent pendant des heures au téléphone, où ils se tiennent par la main à un moment devant Stand By Me et où il lui promet à chaque fois, toute leur conversation tourne autour de sa pièce de théâtre et il lui promet à chaque fois qu'il la rejoindra pour la pièce de théâtre. Et en fait, le seul truc qui pourrait l'empêcher de la rejoindre pour la pièce de théâtre, évidemment, c'est s'il était menacé de mort ou s'il avait... Oui, ou s'il était arrêté par les flics. Pour moi, le truc, c'est qu'on n'a pas besoin... Oui, je suis d'accord avec le fait que toute cette intrigue avec Lexi a très bien marché et moi, j'étais comme une gamine devant et je l'ai trouvé hyper mignon et j'étais déchirée par le fait qu'il n'aille pas à la pièce de théâtre. Enfin, tout ça, c'est très bien mené. Mais il y a une débauche excessive de violence qui, encore une fois, ça fait partie de l'ADN d'Euphoria. Donc, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, personnellement, il y a beaucoup d'excès de la série qui font aussi son charme. Mais cet excès-là en particulier, là, j'ai trouvé que, honnêtement, surtout dans un final, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait le plus. Et j'avais pas besoin de voir son petit frère de 10 ans ou je sais pas quoi planter un couteau dans le cou d'un autre mec, enfin un cutter en l'occurrence, et ensuite mourir de manière hyper tragique et hyper violente. Enfin, je trouve que oui, il aurait juste pu se faire arrêter et ça aurait été triste, tu vois. Oui, c'est vrai. Moins de violence, plus de vacances. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à regarder? Parce que HBO a annoncé qu'il y aurait une 3e saison. Tu la regarderas? Oui, je pense que je la regarderai parce qu'en dépit de tout ce qu'on a dit, on en revient toujours au fait qu'on l'aime ou non. Et je sais pas vraiment si je l'aime. C'est une série qui est fascinante. Je continue d'être fascinée. Je continue d'attendre chaque épisode. Oui, je pense que je vais la regarder et que je lèverai sans doute les yeux au ciel de temps en temps. Mais que tant qu'il arrive à être inventif et à raconter des histoires avec la même ambition, je pense que je serai toujours au rendez-vous. Tu vas continuer, toi? Oui. Mais même là, j'avais vraiment hâte de m'y replonger. J'avais l'impression de retrouver des potes, quoi. Enfin, mais pas vraiment, hein, c'est hyper angoissant. Mais en même temps, oui, il y a le côté série adolescente qui est quand même très plaisant, avec les dynamiques de groupe et d'amis et les personnalités, un peu les tropes sur chacun et tout ça, qui là sont poussés aux extrêmes et qui en plus sont ultra stylisés, mais en même temps qui satisfont quelque chose un peu d'assez primaire chez moi. Donc c'est toujours je dirais pas un plaisir, mais presque en fait, hein. C'est-à-dire que l'esthétisme est plaisant. Enfin, en fait, le maquillage, la mise en scène, les couleurs, la photographie, la musique aussi. Enfin, d'un point de vue technique, c'est hyper agréable à regarder. J'adore les interactions, par exemple, dans les toilettes entre les filles ou des choses comme ça. C'est parmi mes moments préférés. J'aimerais bien que la série soit plus ça, tu vois, parce qu'en plus il y a pas mal d'humour là-dedans que les scènes, de violence physique ou sexuelle. Si on pouvait plus axer sur un peu les moments de complexité entre les filles qui fonctionnent très bien, je trouve, ça me plairait encore plus, quoi, parce que c'est ça que je trouve assez satisfaisant et presque réconfortant dans la série, bizarrement. Non, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a un autre critère qui fait qu'on aime plus la saison 2, toi et moi, c'est que c'est une saison 2. Et qu'on a aussi beaucoup parlé du fait que les séries maintenant sont de plus en plus courtes et qu'elles s'arrêtent très vite. Et moi, je sais que je trouve ça juste plaisant, comme tu le dis, de retrouver des personnages. Oui. Dans la saison 1, j'étais pas impliquée, je les connaissais pas. Et en plus, je trouvais qu'ils étaient pas développés, et je le pense toujours. Mais là, en fait, juste pour le fait d'avoir 10 épisodes de plus avec eux, on est obligé de les connaître un petit peu mieux et ça fait plaisir en ce moment d'avoir des personnages qu'on va retrouver année après année. Donc rien que pour ça, effectivement, je regarderai aussi. C'était PIC TV, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. On adore vous lire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.